Donc là, du coup, sur cette première table ronde, donc intitulée Modèle de gouvernance stratégique et statut d'entreprise. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc ces 4 personnes. Je vous laisserai donc vous présenter, évidemment. Donc, Denis Gala-Garcia de Team for the Planet, Nicolas Bouteloup, qui, alors, on l'a pris sous sa casquette faire philo, mais tu pourras nous en dire plus sur ce que tu es, ce que tu fais, etc. Célia Bielawski, donc de GSE, qui est chef de projet transformation de l'entreprise sur la question de société à émission. Et enfin, Virgile Sarchagnon, donc qui est un économiste et chercheur, et tu veux dire un peu plus sur ton champ de recherche, etc. Donc pour tout le monde, est-ce que du coup, pouvez-vous justement dire en 2 mots, rapidement, vraiment, sur vos métiers, sur qui vous êtes? Ça marche, je commence, merci. Denis Gala-Garcia, comme ça a été dit, je suis un des cofondateurs de Team for the Planet, qui est un mouvement citoyen, un fonds citoyen pour détecter, financer, développer, déployer des innovations bas carbone. Au préalable, j'ai une formation ingénieur et j'ai 10 ans de métier dans le conseil en innovation pour la structuration et financement de projets au sein d'Inergie avant de cofonder Team, et au sein de Team for the Planet, puisqu'on a lancé à 6. Moi, je m'occupe de toute la partie analyse du problème et sélection des projets pour participer à la solution. Évidemment, ce n'est pas la solution, mais participer à la solution de décarbonation. Bonjour à tous. Donc moi, Nicolas Bouteloup, j'ai plusieurs casquettes en réalité. Je suis à la fois philosophe, intervenant philosophe en entreprise, mais aussi à l'université, spécialiste de Spinoza. Mais je suis aussi dans une entreprise qui s'appelle LIP en Suisse. LIIP, pas les montres, une autre, et qui est une entreprise digitale holacratique, donc qui fonctionne sur un modèle de gouvernance partagée. Et je suis conseiller éthique et coach d'équipe pour eux. Et en complément de ça, je suis membre de Faire Philo, qui est donc une association et un réseau qui essaie de rassembler les intervenants philosophes, qui travaillent en utilisant la philosophie dans différents secteurs et différents mondes, notamment celui des entreprises. Et à Faire Philo, on a mis en place et créé une enquête qui était autour de la raison d'être, pour essayer d'aller interroger justement le rapport à la raison d'être dans les entreprises, et pourquoi en fait on fait si peu appel aux philosophes pour parler de raison d'être dans les entreprises, parce que c'est quand même des concepts hautement philosophiques. Et donc voilà, on voulait interroger notamment ces concepts, et on a créé début de cette année, une journée d'études sur la raison d'être aussi pour réfléchir à ces sujets. Donc je me réjouis, merci de l'invitation, et de discuter avec vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Célia Bielawski, je suis chef de projet transformation chez GSE. Donc GSE est une ETI qui est basée à Avignon, qui compte environ 620 collaborateurs et qui est passée donc société à mission en 2023. Donc en tant que chef de projet transformation, j'ai eu la chance de travailler sur la raison d'être de GSE avec les équipes sur le déploiement de la mission, notamment avec Salé qui est le responsable de notre engagement économie circulaire chez GSE. Et le service transformation a vocation à travailler justement avec le lab, l'innovation, le service RSE et tous les autres services en interne pour pouvoir transformer l'entreprise. Donc voilà, je suis ravie d'être là ce matin avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Virgile Chassagnon, je suis professeur des universités et sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, où je dirige aussi l'école doctorale de sciences économiques. Je suis par ailleurs le fondateur d'un institut de recherche interuniversitaire qui s'appelle l'IREP, Institut de recherche pour l'économie politique de l'entreprise. Je remercie Salé et Pierre pour l'invitation. Je crois que si vous m'avez invité, c'est parce que mes travaux académiques ont en fait trouvé un écho dans l'agenda législatif dans cette période que moi je qualifie de réforme de l'entreprise entre 2012 et 2019, en tout cas pour ma part. Notamment mes travaux ont contribué aux débats parlementaires, aux commissions parlementaires, aux conférences sur des sujets comme la modification de certains articles du Code civil, le devoir de vigilance, la modification du Code de gouvernance AFEP-MEDEF, et puis quelque chose auquel je tiens beaucoup, la participation des salariés au conseil d'administration et aussi l'élargissement du spectre de l'unité économique et sociale
sociale, sujet pour lequel j'ai pas encore eu vraiment de réussite au niveau de politique publique. On pourra potentiellement en reparler. Alors, en revanche, j'ai pas de lien direct avec la société à mission et la raison d'être. Pour moi, ça reste aujourd'hui en tout cas le code du commerce. Ce sont d'autres universitaires qui ont apporté cette idée. En revanche, j'ai donné plusieurs fois mon avis sur le sujet dans les mêmes types de conférences parlementaires, etc. Et puis, j'ai contribué, mais alors très 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 modestement, parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas une question académique, aux réflexions sur la mise en œuvre d'une raison d'être dans une grande entreprise du CAC 40. Merci pour cette présentation et merci aussi d'avoir joué le jeu de la rapidité. Peut-être je commencerai par une petite question, une grande question. Comment en fait le statut de gouvernance ou votre gouvernance facilite-t-il ou freine-t-il la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans vos objectifs cibles? Je peux commencer par peut-être la Team for the Planet, vu que c'est votre raison d'être, c'était un peu ça. Merci. Oui, les questions de gouvernance, pour nous, ont été assez fondamentales quand on a lancé Team for the Planet, parce que l'idée n'était pas de réinventer la roue pour se faire plaisir, mais vraiment d'apporter une nouvelle réponse à une problématique qui était faire face au changement climatique. Le tout en entraînant et en rassemblant un maximum de personnes. Donc, quand on s'est lancé, déjà, on a fait le constat qu'on voulait agir sur le levier de la décarbonation par les entreprises. Donc c'est plus macro, mais parce qu'on est persuadé que c'est l'entreprise qui va permettre de faire les changements de comportement, etc. Mais du coup aussi au niveau de la gouvernance, c'était essentiel pour nous, puisque la façon dont on a structuré l'entreprise doit être alignée avec ce que l'on veut faire, puisque derrière finalement c'est l'ossature, le socle pour pouvoir avancer. Et donc c'est vrai que nous on est parti, donc c'est une entreprise, Team for the Planet, on nous confond des fois parfois avec une association, mais on est bien une entreprise, et une entreprise, une SCA. C'est un type d'entreprise qui est peu connu, c'est une société en commandite par action, et surtout qui a la vertu de pouvoir ouvrir son capital à plus de 150 actionnaires. Et notre but était de créer une structure et une entreprise qui inclut tout le monde et appartienne à tout le monde pour que les gens en prennent possession. C'est-à-dire que nous, on va être juste des chefs d'orchestre, on a mis en place un outil, mais que chacun l'appréhende. Pour pouvoir justement participer, s'inclure, s'investir, plutôt que faire sa bonne action et puis après repartir dans son quotidien. Et donc du coup, clairement, la notion de structure juridique et gouvernance associée est directement liée, puisque par défaut, on est une société en commandite par action, donc on appartient aujourd'hui maintenant à plus de 130 000 personnes, 130 000 actionnaires. En assemblée générale, les décisions, alors il y a une complexité à organiser une AG, du coup à 130 000, donc heureusement qu'il y a le digital. Et derrière, en tout cas, toutes nos décisions, notamment nos décisions d'investissement, nos décisions structurelles, vont être faites au sein d'une assemblée générale avec du coup une obligation finalement participative de l'ensemble des membres, des actionnaires de Team for the Planet. Donc vraiment ce côté structurel était clé. On n'a pas réussi à avoir toutes les réponses dans ce qui existe aujourd'hui pour répondre à nos contraintes. Notamment, on voulait faire un homme, une voix, qui arrive dans certaines structures juridiques, mais qu'on ne pouvait pas faire à ce moment-là. Et donc, il y a aussi des fois où on a un petit peu dévié et utilisé le système actuel avec nos propres règles. Et donc là, en l'occurrence, typiquement, dans une SCA, les fondateurs ont un droit de veto sur certaines décisions. On ne peut pas imposer les choses, mais on a un droit de veto. Et donc du coup, on a mis en place des règles pour, par exemple, une double majorité. C'était quelque chose qui n'était pas techniquement possible, mais aujourd'hui, on va avoir un vote classique, donc en pourcentage d'actions, mais donc du coup, on peut avoir un gros ou deux gros actionnaires qui imposent des décisions. Et en fait, si c'est pas également validé par le côté un homme, une voix, et donc là, la masse en termes de volume, officiellement, dans les statuts, les gérants mettront un veto. Et donc du coup on a réussi à concilier un petit peu les deux. Donc il y a des fois des structures juridiques qui permettent de le faire, et donc là on a utilisé la SCA pour ça. Et puis des fois ça le permet pas directement, et donc faut filouter un petit peu. Et donc c'est ce qu'on a pu faire pour cette structure. Et donc du coup on le voit auprès maintenant avec un peu plus de 5 ans d'ancienneté, où l'ensemble des évolutions de Team for the Planet, que ce soit des choix stratégiques, des choix d'investissement, ont été faits de façon collective grâce à la notion de gouvernance. Donc on est aussi société à mission, mais pour le coup, c'est vraiment plus le cadre qui a permis ce côté-là général. Voilà, j'ai d'autres exemples après si vous voulez, mais on peut peut-être réagir, vas-y. Merci.
Oui, ça me fait réagir aussi ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans Affaires Philo, dans l'enquête notamment, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises commençaient à définir et essayer de prendre en considération la question de la raison d'être, et très vite ça nous est apparu aussi être quelque chose qui se faisait un petit peu, qui pouvait être aussi à la mode de faire la raison d'être, mais finalement de changer et de l'impliquer aussi dans une structure de gouvernance qui change et qui prend en compte ces éléments-là était beaucoup plus rare, et se passait d'ailleurs dans un certain type d'entreprise qui finalement décidait de vraiment rentrer dans une dynamique de société à mission qui est finalement très contraignante, et qu'on oublie aussi. Parfois on se dit, c'est effectivement, on oublie qu'avoir des valeurs en un sens c'est contraignant et du coup ça oblige aussi à modifier beaucoup d'éléments et d'avoir le courage finalement de le faire. Ça, c'est quelque chose qui, dans la définition de la raison d'être en tant que société à mission, et ce que ça implique, moi je l'ai aussi, je m'en suis rendu compte aussi de l'intérieur chez LIP. On est une holacratie de 250 employés depuis maintenant, je crois, 6 ans. Et c'est vrai que la décision, elle est venue effectivement de la tête. Et c'est toujours intéressant de se poser la question aussi, qui dans l'entreprise décide à quel moment en fait on change, on se transforme et on essaie de devenir quelque chose d'autre, et qui on implique dans ce changement. Et notamment dans notre enquête, on s'est rendu compte que effectivement souvent la décision venait soit des fondateurs, soit des dirigeants, et après de savoir qui décide quand est-ce qu'on va avoir une raison d'être et comment on va la définir, et ensuite qui est impliqué dans le processus de formalisation et de conceptualisation de la raison d'être. C'est des questions qui sont fondamentales, parce que parfois effectivement les fondateurs impulsent quelque chose, mais qui après devient effectivement l'apanage de tous, et qui essaie d'impliquer le maximum de personnes dans l'entreprise. Et donc c'est vrai que c'est des points où on s'est rendu compte que ça achoppait, et effectivement ceux que beaucoup d'entreprises avaient des difficultés aussi à se dire comment je fais pour impliquer le plus de monde possible, et ne pas avoir une vision qui est la vision des dirigeants simplement, mais aussi de pouvoir impliquer l'ensemble de l'entreprise déjà dans cette formalisation-là. Donc ça serait intéressant effectivement d'avoir aussi vos avis là-dessus, parce que moi en tout cas chez LIP, on a senti vraiment une décision qui était prise par les dirigeants. Et même si elle impliquait beaucoup au niveau du sens l'ensemble des salariés, elle était maintenue d'une main assez forte de la part des dirigeants. Parce que souvent, le dirigeant, c'est celui aussi qui a la vision, qui impulse une dynamique. Et d'avoir une tête... c'est vrai que Frédéric Laloux dit aussi, par exemple, finalement, si on n'a pas toujours une tête et une direction qui suit en fait des dynamiques comme ça, finalement, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est intéressant aussi de voir à quel moment on lâche prise là-dessus. Et nous... ouais. Est-ce que tu peux définir aussi de la Gracie, parce que ouais. Peut-être ça paraît... Ouais, bien sûr. Alors... Ouais, bien sûr, je vais le faire très rapidement. L'holacratie, c'est un modèle de gouvernance qui s'est construit, qui fait écho à la sociocratie qui a été construite plus tôt. Et l'holacratie, c'est un modèle qui a été créé notamment par des Américains qui ont essayé de prendre la sociocratie, qui est un modèle de gouvernance partagée qui fonctionnait beaucoup, notamment dans les milieux associatifs aussi, pour réussir à donner justement de la place au plus grand nombre, et qui en a fait un modèle d'entreprise, de gouvernance d'entreprise, donc qui a un petit peu rendu ça plus attrayant pour les entrepreneurs, on va dire, et finalement l'idée c'est justement de partager au maximum l'entreprise et d'avoir une dynamique de gouvernance qui est beaucoup plus organique. Donc c'est une gouvernance partagée qui fonctionne sur le modèle de l'attention, et l'attention là plus loin tension, et donc en fait les tensions permettent donc une tension, c'est défini en holacratie comme la différence entre ce qui est et ce qui devrait être, ou ce qu'on pense qui devrait être, et cette différence là nous permet de voir qu'il y a quelque chose sur lequel il faut travailler pour à la fois exprimer ces tensions et trouver comment réussir à les solutionner d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue de gouvernance aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans l'holacratie, c'est que la gouvernance de l'entreprise est vue comme un modèle d'organisme vivant, et finalement c'est des cercles concentriques avec des raisons d'être spécifiques. Chaque cercle a des raisons d'être. Chaque cercle est imbriqué dans un autre cercle, et finalement le cercle de l'entreprise tout entière est la raison d'être de l'entreprise tout entière, mais cette entreprise et cette raison d'être est dynamique, change en fait au fur et à mesure, puisque qu'est-ce qui fait l'identité d'une structure finalement qui est toujours en train de changer, et qu'est-ce qui fait que on peut réinterroger sa raison d'être. D'ailleurs c'est une question aussi quand on structure dans une société à mission sa raison d'être, comment on fait pour la faire varier, pour la modifier, pour que les variations de l'entreprise
l'entreprise puisse continuer à donner l'identité, le cœur en fait de ce qu'on est. Voilà. Merci Nicolas. Tu veux peut-être apporter des éléments Tout à fait, je veux bien réagir. Donc, en effet, chez GSE, on était une entreprise qui était déjà engagée sur les sujets de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, depuis 2017, donc depuis longtemps. Et c'est en effet le dirigeant qui a pris la décision de passer société à mission. Et c'est vrai que le processus de transformation, d'écriture de la raison d'être a permis de réembarquer aussi déjà le comité de direction dans l'écriture, de permettre d'avoir une vision qui soit alignée, qui soit partagée, et également un grand nombre de collaborateurs pour venir challenger, définir la raison d'être. Donc c'est vrai que ça a permis de redonner aussi un nouveau souffle finalement à une stratégie plus durable. Notre stratégie de transformation durable. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'embarquer toute l'entreprise autour de ce sujet-là. Et d'ailleurs, même après le changement des statuts, on se rend compte que ça nous permet de pouvoir être de manière assez régulière confrontés au comité de direction pour présenter les engagements qu'on prend, les indicateurs, les faire valider ensemble, etc. Tandis que quand on avait une stratégie RSE de manière plus classique, on travaillait sur un référentiel qui était très large, un petit peu plus dans notre coin. Donc c'est vrai que ça a permis quand même vraiment de pouvoir embarquer beaucoup plus de monde dans l'entreprise, de le faire porter beaucoup plus haut et de faire travailler les équipes sur ces sujets-là. Donc c'était vraiment un levier pour nous de transformation qui nous permet de faire avancer ces sujets-là dans une entreprise qui va fêter ses 50 ans cette année. Donc c'est vrai que quand on regarde les chiffres des sociétés à mission, on est plutôt sur des entreprises jeunes qui se créent sur ce modèle, des petites structures. Nous, c'est vrai que c'est quand même un sacré challenge de venir transformer l'entreprise de l'intérieur, et c'est vraiment un levier qui nous aide énormément. Oui, non, mais ce que je te propose, c'est une petite réponse académique pour être complémentaire, parce que sinon, on va pas réussir à cultiver les fertilisations croisées entre nos regards. Peut-être deux remarques par rapport à ce que vous avez dit. La première remarque, c'est que je considère que l'économie, c'est une science morale. Donc la question du sens fait partie de l'économie. Alors c'était l'année dernière, j'avais écrit un texte avec le prix Nobel Jean Tirole dans Le Monde, où justement on explique ça, on essaie de montrer en quoi l'économie contribue notamment à l'intérêt général. Je pense que c'est important de le rappeler, on n'a pas tous les mêmes visions de l'économie, on peut faire de l'économie scientifique avec quand même cette dimension qui touche selon moi de près, la philosophie morale. Deuxième point, je reprends ta question. En fait, je me souviens pendant les débats post-adoption de la loi Pacte, les juristes de Bercy arrêtaient pas de nous dire, quand on parlait, c'était les premières conférences, notamment à France Stratégie, où on devait débattre sur l'intérêt de la société à mission, etc. Ils nous disaient toujours, attention, la société à mission, ce n'est pas un statut, c'est une qualité. Et ça a beaucoup en fait d'impact en matière normative. Maintenant, pour répondre à la question, alors justement, je vais prendre... Parce que en fait la qualité, je vais te répondre je vais te répondre à cette question en fait en essayant de répondre à ta question initiale sur le rôle entre gouvernance et statut. Alors typiquement, je vais te proposer une réponse d'économiste. Alors parfois c'est un peu moins agréable parce qu'il y a des concepts un peu compliqués, mais alors là vous m'interromprez et puis je vous les définirai de manière, j'espère, assez claire. En réalité, moi ce qui m'intéresse en économie, c'est effectivement l'utilisation du droit dans la compréhension d'analyse économique. C'est ce qu'on appelle le courant de la Law and Economics, en référence à l'origine anglo-saxonne du courant. Et en fait, dans cette perspective-là, ce qui va être important pour nous, c'est de comprendre comment le statut va être un vecteur de production d'effets de droit. Donc c'est vraiment, pour l'économiste, en fait, la question du droit qui est centrale. Je m'explique, si on prend l'évolution en fait, de la grande entreprise capitaliste, c'est avant tout l'évolution de la société anonyme, et c'est en fait une évolution qui a été cadrée par l'évolution tout simplement de ce qu'on pourrait appeler le droit positif qui encadre en réalité la grande entreprise. Alors en France, il y a le squelette institutionnel à travers le Code civil, notamment les articles 1132, 1133 du Code civil, 1182, 1183 du Code civil, et puis toutes les frontières régulatoires qui sont associées. Ce que je montre dans mes travaux, et je pense que c'est important pour répondre à ta question, c'est que ce squelette institutionnel, ce qu'on appelle le droit public, ou moi ce que je l'appelle au niveau économique l'ordre public de l'entreprise, c'est un des deux hémisphères normatifs de l'entreprise. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'ordre privé, ce que certains ont appelé, pendant qu'il y avait cette espèce de rhétorique de la RSE, c'est un peu passé maintenant, mais en gros entre 2010 et 2020, on parlait de droit mou, de soft law. À titre personnel, je ne suis pas favorable à ce genre de concept, parce que je pense que si on veut y voir clair, il faut justement dissocier le droit positif
d'un côté. Donc là, la question des statuts juridiques, effectivement, pour la gouvernance, elle se pose. Et puis de l'autre côté, ce que moi j'appelle effectivement des dispositifs normatifs qui produisent des règles, des normes formelles ou informelles, mais qui ne sont pas du droit et qui relèvent de l'ordre privé. En fait, si on veut comprendre, je pense, la raison d'être et toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer, il faut rester fidèle à cette idée qu'il y a une intrication des deux ordres, public et privé, dans l'entreprise. Très clairement, c'est la complémentarité des deux qui va faire émerger ce que moi j'appelle dans mes travaux une trajectoire institutionnelle qui sera pro ou non d'ailleurs transition. Et cette trajectoire en fait institutionnelle, elle sera le fruit du management privé, ce qu'on appelle le comportement organisationnel spontané, mais qui vont être en réalité, et ça il ne faut jamais l'oublier, cadrés par l'ordre public qui va définir le cadre institutionnel dans lequel peut s'épanouir le management privé. Je pense que c'est extrêmement important, puisque c'est en comprenant l'intrication de ces deux ordres qu'on peut essayer de voir comment justement la raison d'être, c'est une contribution à la fois privée, un choix, d'où notamment le fait de passer par exemple société à mission, et c'est en même temps, comme l'offre toujours le droit, une opportunité et des contraintes qui sont liées. Et juste je terminerai là-dessus en une phrase, il faut quand même dire, parce que parfois on l'oublie, mais en économie, depuis maintenant une dizaine d'années, on est plutôt tous d'accord pour dire que la raison d'être de l'entreprise ne se limite pas à la maximisation de la valeur de marché de l'entreprise. C'est important de le dire puisque tous les travaux depuis une dizaine d'années ont quand même montré qu'on devait prendre en compte les préférences pro-sociales des actionnaires, des parties constitutives de l'entreprise pour justement mieux interroger le rôle public de l'entreprise. Un seul exemple, Oliver Hart, prix Nobel d'économie, qui vient plutôt du courant contractualiste, plutôt libéral, qu'on a d'ailleurs parfois assimilé à Friedman, dans ses travaux récents, montre bien comment on doit repenser la gouvernance vers le long-termisme. Très bien, merci pour ces réponses assez diverses. Vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire ou... Parce que l'idée, c'est pas forcément passer par moi, mais... Peut-être une question justement, c'est intéressant cette vision économique. Moi, au quotidien, j'avoue que je me pose pas toutes ces questions sur la vision. Mais quand on a créé la structure, justement, on s'est opposé un petit peu à ce qu'on voyait dans soit les entreprises, soit nous dans le monde du fonds d'investissement, où il y a beaucoup de fonds qui sont dits de plus en plus verts pour aller vers des thématiques. Donc, on rejoint un peu la logique de entreprise à mission, mais à une autre échelle. Mais factuellement, le fonctionnement même, l'essence même, les KPI et comment fonctionne le système est de rétribuer les actionnaires avec des habitudes de x2, x3, x4. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a essayé de repenser de zéro. Alors, on a cette chance et en effet, c'est un concept complètement différent d'une grosse structure pour bouger versus nous, on a créé ex nihilo, on peut créer avec nos propres règles, donc c'était différent. Mais on voulait un peu contrer ça. C'est quoi la vision économiste sur ce sujet-là? Parce que là, je comprends ce que tu dis sur la raison d'être d'une société ne se limite pas à son activité économique, mais structurellement dans notre système, j'ai peur que ce soit quand même écrasant, malgré tout, au final, d'arriver à ressortir un profit. Donc comment on sort de cette équation-là? Je suis pas certain de t'apporter la réponse, mais c'est pour ça que quand on regarde bien sur l'agenda de la réforme de l'entreprise, la raison d'être, on va dissocier de la raison d'être la société à mission, parce qu'on peut avoir une raison d'être sans être une société à mission, d'ailleurs c'est souvent le cas. C'est quelque chose que je jugeais positif. Simplement, je pense qu'on pourra davantage aller vers les considérations que tu évoques si on va plus loin sur la reconnaissance de l'entreprise en tant que telle dans le droit positif. Alors là, il y a eu, c'est l'article 169, je ne dis pas de bêtises, c'est un peu vieux maintenant dans ma tête, de la loi Pacte, c'est effectivement la modification de l'article 182 du Code civil en intégrant l'intérêt social. En gros, ce qu'on avait appelé à l'époque, la première loi Macron, l'intérêt supérieur, économique, social et environnemental, mais il y a toujours la mention prenant en considération qui montre bien qu'on n'a pas d'obligation de résultat. Donc là, c'est pour cela que même quand on est dans des modèles vertueux, si tu prends le code AFEP-MEDEF, je ne me rappelle plus précisément, mais mes réflexions sur cela, sur les modifications long-termistes, je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça. Donc ça fait 10 ans. Et typiquement, en fait, c'est quelque chose effectivement qui est accepté, mais dans les faits, il est facile de montrer qu'on a une logique de la rentabilité qui prime, y compris d'ailleurs, je devrais peut-être pas dire ça, mais si vous allez discuter avec les middle management de grandes entreprises du CAC 40, y compris celles qui ont eu toujours une sympathie pour la réforme de l'entreprise et puis ses statuts, ils vont quand même vous dire que ça reste le retour pas très loin de la valeur actionnariale quand même, qui reste d'actualité dans les prises de décision. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que si vraiment on veut une réforme qui soit systémique de l'entreprise, il aurait fallu, mais je pense que tu vas me donner l'occasion, tu me l'as dit lors de notre réunion, d'en parler, il faudrait qu'on soit beaucoup plus audacieux sur la représentativité des salariés des conseils d'administration.
Voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas cet effet système, on aura des mesures positives. Là, on a avancé quand même. Depuis 2012, on a vraiment avancé sur la réforme de l'entreprise. Ça n'a pas commencé, moi, j'aime bien le redire, ça n'a vraiment pas commencé à la loi Pacte. Rapport Gallois, c'est la première fois, au moins, en plus je suis tout jeune à l'époque, je suis consulté, c'était 2012. C'était dès que Hollande est arrivé au pouvoir, ça va être en septembre 2012. Après, il y a eu l'accord national interprofessionnel 2013. Après, il y a eu loi Rebsamen 1-2. Toutes ces lois-là ont eu pour objectif de travailler sur la participation des salariés au conseil d'administration. Et au final, là où on aurait dû aller plus loin, c'est la loi Pacte, et le compte n'y est pas sur ce point-là. Donc tant qu'on n'aura pas ces autres aspects, on aura ce que tu viens de dire, c'est-à-dire non-reconnaissance du caractère social du profit, et donc on aura ces enjeux de rentabilité à court terme qui vont prendre le dessus, dans les grandes entreprises notamment. Tu veux réagir ? Oui, c'était pour approfondir. Pas vraiment rebondir, mais pour poursuivre un petit peu aussi. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, tu parlais tout à l'heure aussi de justement ce cadre justement à la fois normatif et légal qui peut aussi se créer. Et nous, dans l'enquête notamment, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était un apport énorme du point de vue des entreprises, mais qui était aussi parfois vu comme une forme limitante, ou en tout cas une forme de pénibilité aussi pour elles, parce que du coup, il y avait dans la structure, à partir du moment où c'est la société à mission définit une raison d'être, même si c'est pas un statut d'entreprise d'être société à mission, ça rend les choses, ça les fige, et finalement ce rapport à la gouvernance était souvent vu comme quelque chose qui permet moins de fluidité ou moins de mobilité. C'est-à-dire que c'est un travail qui est souvent très long pour les entreprises. Elles pensent que, dans notre enquête, on s'est rendu compte que souvent les entreprises évaluent plus basse que les véritables, que la réalité, combien de temps ça va leur prendre. Et généralement, c'est beaucoup plus qu'1 an. Ça prend beaucoup de temps, c'est un travail énorme et déjà d'investissement de faire ces choses-là. Et puis ensuite, après, au moment où c'est défini, il y a toute une structure juridique qui fait qu'on ne va pas la changer non plus si facilement que ça. Et donc, on a envie de figer quelque chose, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de mouvant. Et donc, il y a une sorte de paradoxe ou de tension presque du vivant et on pourrait dire ontologique on essaie de définir quelque chose qui en même temps est voué à se modifier, à changer et donc voilà, il y a une vraie tension sur à la fois réussir à le construire et vraiment le légitimer par du normatif, et en même temps d'essayer de s'en départir ou de sortir de cette pensée-là. Et donc ça, c'était un point aussi que je voulais relever. Et un autre qui est plus justement lié en termes d'expérience aussi. Nous, en Suisse, on n'a pas forcément le même cadre légal qu'en France, évidemment. Et c'est vrai que la société à mission n'existe pas comme en France. Mais par contre, nous, dans notre entreprise, commence actuellement... c'est en processus. Je ne sais même pas si j'ai vraiment le droit d'en parler, mais c'est pas grave, on va le faire. Non, mais c'est pas bien grave. C'est le processus pour aller vers ce qu'ils appellent justement steward ownership, donc qui est en réalité, quand on regarde, un petit peu traduit comme société à mission, mais qui ne renvoie pas exactement au même cadre juridique, et en fait qui est notamment lié à 2 éléments. Qui est le premier, c'est aussi d'être avant tout dirigé par le purpose, avant tout le reste, avant que ce soit justement des considérations économiques, vraiment de rentabilité, mais vraiment que le purpose arrive avant ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment, il y en a toujours, mais c'est pas ça qui doit guider justement les décisions ou les différents vétos qu'il pourrait y avoir, ou les différentes stratégies qui vont être adoptées. Et l'autre élément est lié plutôt au niveau actionnarial, et de dire qu'en réalité, il ne faut pas que l'entreprise, que ceux qui détiennent vont prendre les décisions sont ceux qui détiennent les parts de l'entreprise. Il y a une déconnexion qui est faite entre les décideurs et ceux qui ont les parts. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, ça oblige finalement à cliver entre son intérêt à soi, qui serait peut-être de vouloir augmenter sa rentabilité, et puis la décision de comment on fait pour que finalement ça ait du sens dans notre direction, dans la direction que veut prendre la stratégie de l'entreprise. Et à l'intérieur de ça, souvent, ce qui arrive, et qui est aussi le cas, qui est pour nous, c'est que l'actionnariat justement est fermé c'est un actionnariat uniquement interne. Et
ça serait intéressant aussi que tu nous dises, toi, comment vous faites au niveau de Team for the Planet, au niveau de gouvernance, parce que avec une gouvernance aussi large, du coup, est-ce que ça veut dire que ces personnes sont internes justement à l'entreprise, ou est-ce que l'actionnariat est quand même, parce que tu parlais d'ouverture, c'est intéressant cette ouverture, mais nous, la stratégie était presque opposée, c'est-à-dire de fermeture justement pour éviter que ce soit, qu'il y ait une déconnexion, et du coup, pour un meilleur contrôle, il y a eu une fermeture. Et vous parlez d'ouverture, et je trouve ça intéressant peut-être de voir comment vous avez fait aussi. Ouais, nous, alors c'est ouvert, ça reste des actionnaires Team for the Planet, mais en effet, l'idée c'est que tout le monde puisse y être. Et donc, on a 130 000 personnes aujourd'hui avec des intérêts différents. Chacun vient chercher quelque chose. Certains ont mis 1 euro, d'autres ont mis 5 millions. Donc, évidemment, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que on a été très vigilants. C'est-à-dire qu'on a aussi des expériences au niveau des fondateurs et moi, associatives au préalable. Et on a fait attention, c'est-à-dire que l'idée d'être ouvert à tous, ça veut pas forcément dire d'être sur une structure complètement horizontale. Et parce qu'en fait tout le monde n'a pas les tenants, aboutissants, la vision, etc. Et donc du coup il y a une de partie de la réflexion et de la réponse, c'est dans la structuration et les rôles très clairs de qui doit décider quoi, et en fait on pré-mâche et on fait valider, mais on ne demande pas l'avis à tout un chacun sur toutes les décisions, etc. Sinon on n'avance pas non plus, et ça risque d'être compliqué. Donc ça c'est peut-être une partie de la réponse, pour dire en fait c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais en fait on cadre et on donne les règles du jeu, le cadre, qu'est-ce qu'il faut voter, enfin pas qu'est-ce qu'il faut voter, mais quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on veut, et là après chacun peut s'exprimer. Et je dirais que le deuxième élément, par rapport à ce que tu as dit notamment aussi sur le fait que les actionnaires, ou faut pas que ça influence directement les actionnaires, donc nous on n'intervient pas en tant que gérant dans les votes, mais ça aurait pas forcément de poids directement, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est que en fait, une chose principale, c'est que le KPI même de départ, mais quand on a créé la structure de performance, a été décalé. C'est-à-dire qu'on a un critère de performance qui est le nombre de tonnes CO2 évitées, et pas la rémunération, la rentabilité, etc. Alors qu'on s'est beaucoup fait challenger au début, parce qu'on nous a toujours dit en fait si, faites de la rentabilité, parce qu'en fait plus vous allez avoir moyens, plus vous allez pouvoir décarboner. Oui, mais ça doit rester un moyen, et donc on veut mesurer, et donc on a créé un indicateur sur ça, tout le monde est indexé sur ça, et d'ailleurs dans les statuts, qui sont pour moi le mode de fonctionnement du coup de la structure, on a acté statutairement qu'il n'y aurait pas de dividende financier à l'ensemble de nos actionnaires tant qu'on n'a pas la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Donc en gros, on a aussi associé dans le cadre juridique ce nouveau KPI finalement, pour dire que du coup, dans la prise de décision, on peut être ouvert, puisque de toute façon, il n'y a pas d'intérêt divergent. Et c'est pour ça que de mon point de vue pratique, ce qui est surtout important, c'est l'alignement à la fois dans la structure, donc de la gouvernance, ou dans les statuts, dans le mode de fonctionnement, et les objectifs, c'est-à-dire que l'entreprise a mission. Parce que, en fait, dès qu'il y a un petit désalignement, c'est là où il va y avoir les points de friction, et on va créer des intérêts différents, etc. Et donc, nous, on a cette chance-là. Je suis admiratif si on arrive à faire une société à mission dans une structure classique où, justement, des actionnaires peuvent avoir un intérêt, de rentabilité versus la société à mission. Je pense que là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Nous, on l'a contré comme ça, tout de suite, en appliquant un objectif, un KPI différent, quoi. Justement, du coup, alors juste 15 secondes, Virgile, avant de passer la parole à Célia sur une question précise. Non, vraiment 15 secondes, juste par rapport à ta première prise de parole. En fait, dire que ce n'est pas un statut, mais c'est une qualité, ça ne nous met pas dans la catégorie de la soft law, comme peut être un code de conduite interne dans l'entreprise, etc. Ça reste du droit. C'est pas parce que ce n'est pas inscrit dans le code civil que ce n'est pas du droit. Donc bien sûr c'est très contraignant, bien sûr c'est très long, bien sûr c'est très engageant, et ce n'est pas rien d'aller vers le statut de la société, vers la qualité, la société à mission. Ça c'est le premier point. Et puis pour répondre finalement à ce que tu m'as dit aussi tout à l'heure, et puis ça, pour continuer dans cette logique-là, n'oublions pas que justement un grand dirigeant d'une grande entreprise du CAC 40 qui avait de fortes sympathies pour ce statut et pour la réforme de l'entreprise en tant que telle a été stoppé de manière un peu brutale par l'Assemblée des actionnaires. Alors même qu'il avait une opinion publique qui est en sa faveur, que sa prise de position était connue depuis toujours, qu'il l'a répété, y compris devant d'ailleurs le conseil d'administration. Donc voilà, ça montre bien que tout ça reste lié tout de même. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails-là parce que ça ne m'a pas vraiment intéressé, mais je pense que les prises de précaution à l'époque du ministère par rapport à la question du statut et de la qualité, c'était typiquement ce sujet-là.
Parce qu'à l'époque, alors après il y en a peut-être d'autres qui vont en parler mieux que moi, parce que moi c'est vrai que c'était pas vraiment sur la raison d'être, mais bon, comme j'ai travaillé ensuite dessus, j'ai pu l'observer. Souvent, en fait, à l'époque, notamment en 2019, 2020, même 2021, et ces juristes-là nous disaient, on ne sait pas si on va en avoir beaucoup. Et en fait, le sentiment que cela donnait, c'est qu'effectivement, insister sur, c'est une vérité juridique, mais insister sur cette différence entre la qualité et le statut, c'était aussi une manière de rassurer quelque peu, pour être sûr quand même que certaines iraient. Mais ça, c'était à l'époque. Moi, j'avoue que je me souviens plus précisément des décrets d'application. Je ne sais pas s'il y a des décrets d'application rectificatifs, etc. Mais c'est important quand même de bien le rappeler. Oui, tout à fait. Merci. Après, je ne sais pas si l'info est confidentielle. Il me semble que c'est public. La personne dont tu parles, c'est Emmanuel Faber, il me semble, de chez Danone. Voilà, moi, je mets les pieds. Hein. Et donc, la dernière question, peut-être aussi, c'est en fait, donc vous avez parlé aussi dans la gouvernance, de la prise des décisions. Et je me posais la question de comment, en fait, justement, les salariés peuvent participer, en étant salariés, en ne faisant pas partie de la gouvernance, quand même participer, en fait, à la mission. Comment ça se traduit, par exemple, donc, dans une pratique chez GSE, par exemple? Nous, c'est tout l'enjeu du service transformation, justement, de mettre en musique, finalement, cette raison d'être qui a été décidée par le comité de direction et l'ensemble des collaborateurs qui ont participé. Et c'est vrai que ça nous permet de pouvoir... comment ça se traduit opérationnellement chez nous? Ce sont des groupes de travail, des personnes qui sont volontaires, qui sont des ambassadeurs, qui viennent qui participent justement à cet état des lieux au départ, de faire le point déjà sur l'ensemble des engagements sur lesquels on travaille, de où on en est, définir les objectifs, partager les objectifs et ensuite mettre en œuvre porter des plans d'action en interne pour pouvoir atteindre ces différents niveaux-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui me semblait intéressant, c'est que nous on a été rachetés par des actionnaires allemands il y a quelques années, et justement on a un membre de nos actionnaires qui fait partie de notre comité de mission en interne et qui est justement très au fait, donc allemand en plus, donc le statut n'existe pas, la raison d'être n'existe pas non plus en Allemagne, et qui vient participer à ces échanges et justement qui est bien au fait de tout ça et qui essaye de dupliquer et reproduire aussi dans son entreprise en Allemagne justement notre mode de fonctionnement. Donc en effet il y a toujours les intérêts économiques qui sont devant, malgré tout dans une structure comme la nôtre, voilà, on est 620, les intérêts économiques ils sont là. Ce qu'on constate aussi, c'est que ça a permis de changer aussi l'ouverture d'esprit des collaborateurs en interne. Récemment, on discutait, je regarde Céline parce que on travaille beaucoup ensemble sur ce sujet-là, mais pourquoi pas travailler sur des modèles d'innovation avec des concurrents, de travailler ensemble pour mettre en œuvre des nouvelles solutions, etc. Je pense que si on n'avait pas cet organe de gouvernance en interne, on se serait même pas posé la question. Donc ça fait quand même évoluer, je pense, malgré tout, même si ça reste long et peut-être sinueux. On évolue vraiment en interne sur plein de sujets et donc ça permet de travailler beaucoup plus en coopération avec les concurrents, avec les collaborateurs, avec les territoires. Donc ça nous pousse en 2 ans, on voit quand même qu'on a monté énormément de marches grâce à cette raison d'être et que ça a permis d'aligner quand même pas mal de monde en interne. Quelqu'un veut réagir peut-être Juste pour compléter sur la partie salariée, je pense que c'est vrai pour la partie raison d'être, mais pour moi, pour un peu la même pour la partie économique, c'est que ça passe aussi par des objectifs clairs associés. Du coup, je reviens un peu sur mes KPI de tout à l'heure, et une grande transparence, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, s'il y a une transparence sur les objectifs, où on en est, et en l'occurrence, il y a des objectifs qui sont autres que économiques, et où est-ce qu'on en est à la bourre ou pas, je pense que ça permet automatiquement à relier les deux mondes. Et c'est rigolo ce que tu dis sur le côté travailler avec des concurrents, parce qu'en fait, une fois qu'on a cet objectif clair qui n'est pas que financier, on peut se poser la question, est-ce que finalement ça va nous aider ou pas à atteindre cet objectif-là? Et du coup, ouvrir la question, ça veut pas dire qu'on le fera systématiquement, mais quelque question qui se serait pas posée si on s'était pas mis ces objectifs extra-financiers, quoi. Oui, en fait, je voulais réagir, mais je sais plus exactement ce que je voulais dire. Oui, non, ça, je sais plus, donc je te repasse la parole. Très bien. Tu veux réagir sur la participation des salariés, vu que c'est quelque chose sur lequel... Oui, quand j'ai travaillé dessus, je peux t'en parler brièvement. Alors pour moi, c'est ça qu'on a un peu loupé dans la loi Pacte. On a juste
réduire le seuil de non-administrateurs nécessaires, non salariés, pour ajouter un deuxième administrateur salarié, mais on était beaucoup trop timide. Non, c'est vrai, alors c'est un sujet, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas nouveau, qui a été, encore une fois, je me souviens, c'était en 2011 ou 2012, on a commencé en France à vouloir retravailler la question. Alors à l'époque, c'était souvent couplé à la question de l'actionnariat salarié. Alors, parfois c'était assez confusif, c'est-à-dire qu'en réalité on parlait pas toujours de la même chose. Sur ce point-là, en fait, la loi Pacte, elle a permis des mesures sur la participation, pas la participation à la prise des décisions, sur la participation aux résultats. C'est-à-dire qu'on a baissé les seuils, l'adossement fiscal, etc. Donc sur la participation, sur l'intéressement et sur l'actionnariat salarié. Pour autant, on n'a pas été suffisamment loin dans la modification des statuts juridiques de manière à intégrer une part plus grande des administrateurs salariés dans les conseils d'administration. En fait, la question, elle porte sur le nombre. Alors moi, à l'époque, parce que mes travaux, mais c'était déjà dans ma thèse il y a 15 ans, je m'étais intéressé à la psychologie sociale expérimentale et à la théorie organisationnelle qui travaillait sur ce qu'on appelle l'influence coalitionnelle. Et en gros, les résultats, à chaque fois, c'était de dire il faut un tiers des groupes représentés dans les instances pour avoir une influence sur les décisions d'une organisation. Et c'est cela, effectivement, que moi j'ai défendu, c'est d'aller jusqu'à un tiers des administrateurs qui doivent être des administrateurs salariés. Ça, c'est quoi? C'est la représentativité qu'on a en Allemagne pour les petites entreprises. Et je rappelle qu'en Allemagne, on va jusqu'à la moitié lorsqu'on a plus de 2000 salariés. Donc là, d'ailleurs, là, il y avait des discussions jusqu'à la fin, mais là, on a été plutôt timide. On a juste permis d'intégrer un deuxième administrateur en abaissant le seuil d'administrateurs non salariés. Ça, je pense que c'est une erreur parce qu'on peut aller vers la démocratisation des structures de gouvernance uniquement si on renforce le rôle de la participation. Là, en revanche, on fait une autre erreur, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut penser cela à nouveau dans des politiques publiques systémique et notamment de préservation de notre modèle social. La participation, elle ne se décrète pas. Elle passe au premier chef par le dialogue social. En Europe, en France, depuis 20 ans, on a essayé de rénover le dialogue social. En France, on a le record de lois pour rénover le dialogue social en 20 ans. C'est énorme, on en a quasiment tous les 2 ans. Et, vous regardez les chiffres, la Darès le montrait bien, on n'a pas d'amélioration. Parce que la participation ne se décrète pas. Et la participation, je pense qu'on peut la comprendre si on s'intéresse à l'ensemble des dispositifs normatifs. Il y a la participation, on vient de le dire, aux résultats. Participation, épargne salariale, tout ce que vous voulez. Il y a la participation à la production. La participation organisationnelle, ce qu'on appelle souvent la division du travail horizontale. Il y a la participation, la plus importante sans doute, aux organes décisionnels, donc au conseil d'administration pour les grandes entreprises, d'accord ? Et puis il y a aussi la participation à la négociation sociale collective et la participation à la gestion des relations industrielles. C'est quand on aura des politiques publics qui iront dans ce sens, cet effet système, qu'on pourra avancer. Dernier petit exemple, les ordonnances Macron 2019, c'était ça qui devait cette fois-ci rénover le dialogue social avec des mesures parfois brutales, des mesures extrêmement fortes. Là aussi, on a eu des décrets d'application, tout est passé depuis. On n'a pas d'effet dans les faits. C'est-à-dire quand on regarde dans les faits, les indices, notamment c'est la Darès qui les propose, de confiance dans le dialogue social ou d'utilisation en fait, des instances du dialogue social, on voit bien qu'on n'a pas d'amélioration. Donc c'est important en fait, de voir ça d'un point de vue systémique, sinon je ne pense pas qu'on puisse aller vers une vraie démocratisation forte de nos structures de gouvernance. Excusez-moi, j'ai retrouvé. Merci. Il y avait 2 points, authenticité et transparence. Sur l'authenticité, c'est vrai que nous, c'est des questions qu'on s'est posées aussi, notamment dans l'enquête et après avec les analyses aussi. On a essayé de comprendre pourquoi, par exemple, beaucoup de sociétés du CAC 40 définissent une raison d'être et de manière, voilà, c'est presque ce qu'on appelle maintenant purpose washing, c'est-à-dire, voilà, on essaie de faire ça parce que c'est à la mode et parce que maintenant il faut avoir une raison d'être, quoi. Et souvent, on s'est rendu compte que par contre de passer à la société à mission, ça dans les structures, enfin les sociétés du CAC 40, elles disparaissent complètement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'avait pas pris cet angle que tu apportes aussi, Virgile, là, en disant peut-être que c'est justement aussi parce qu'il y a une pression finalement des actionnaires et des comités de direction qui empêche finalement la tête possible de s'exprimer dans ce genre d'échanges qui justement mettraient peut-être en danger leur rapport économique.
voilà. En tout cas, ça pourrait être une question qu'on n'avait pas évoquée. Et donc, du coup, la question de comment on définit la raison d'être et quelle est l'authenticité qui est mise en fait dans cette démarche. Par exemple, dans les personnes qu'on a interrogées, on se rendait compte que certaines, si la démarche était mise en place et dirigée notamment par les services de communication de l'entreprise, c'était vu d'un mauvais œil, par exemple, parce qu'on se disait ça va être juste une manière de faire passer en fait une démarche qui soit peut-être fictive ou simplement un coup de com', comme c'était nommé dans les interviews. Donc c'est intéressant de savoir comment en fait quelle authenticité est mise là-dedans et comment on garantit en fait que cette authenticité elle soit partagée et comprise par l'ensemble. Alors généralement c'est en les impliquant dans les différentes démarches, mais c'est vrai que ça peut être aussi à double tranchant et c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça apporte aux salariés d'avoir en bénéfice, mais aussi en dommage, en un sens, d'être porté par une mission ou une raison d'être, parce que finalement, on voit ça toujours comme quelque chose qui est positif, mais c'est vrai que moi, je le vois par exemple dans l'entreprise, parfois les gens vont se permettre d'aller un peu plus loin ou de sortir un petit peu des cadres, parce que en fait, ou par exemple de dépasser les heures de travail ou de machin, parce que c'est ce qu'on trouve aussi beaucoup dans l'associatif, parce qu'en fait, du coup, on est porté par des valeurs et par une mission, qui fait que du coup le cadre et la structure en fait qui protège finalement les salariés parfois est un petit peu plus friable et c'est intéressant aussi de voir à quel moment justement comment ça s'incarne dans les entreprises et comment on garantit qu'en fait le cadre soit aussi un cadre de protection et qui ne soit pas finalement une manière de sortir un peu des limites entre ce qui est du niveau de l'entreprise ou ce qui est du niveau des salariés et de comment en fait on implique mais tout en protégeant toujours les salariés. Ça c'était sur le point et l'autre élément que je voulais rajouter c'était sur la transparence. 10 secondes, ouais. 10 secondes, ouais. C'est bon, c'est fini. Non, mais très rapide. En fait, dans les entreprises, notamment du digital, on parle beaucoup de transparence. Ça fait partie aussi dans le manifeste agile des valeurs. On parle de transparence. Et moi, je suis assez. J'aime remettre en question ce terme de transparence. Et je pense qu'il faut mieux parler de visibilité, parce que j'ai toujours trouvé que c'est assez étrange de parler de transparence. En fait, quelque chose qui est transparent par définition, on ne le voit pas. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner à voir justement. Donc c'est vrai que j'ai tendance à interroger de plus en plus la question de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Évidemment, ça veut dire on casse les murs, on rend les choses plus transparentes pour voir ce qu'il y a derrière, mais en fait, par définition, quelque chose métaphysiquement, quelque chose qui est transparent, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et c'est vrai que je pense que derrière, l'idée, c'est plutôt d'inviter justement à la visibilité et donc de rendre visible les choses qui, par exemple, sont invisibilisées, même dans les modèles économiques et sociaux. Et c'est vrai que ça passe notamment par transmettre les informations économiques, les stratégies décisionnaires. Et c'est vrai que chez LIP, par exemple, c'est quelque chose qui est fait de manière systématique. On a aussi, alors on parle de transparence de salaire, mais par exemple, moi, je préférais qu'on parle de visibilité des salaires. Donc tout le monde sait qui gagne quoi dans l'entreprise. Et donc voilà, ça va avoir aussi beaucoup d'effets, d'impact sur le modèle organisationnel. Alors les salaires, on en parle peu ici, mais ça change vraiment la donne quand ces choses sont transparentes, visibles. Merci beaucoup Nicolas, c'est super intéressant. On a envie à chaque fois de vous laisser plus de temps, mais malheureusement on est limité par le temps, donc on va passer plutôt la parole au public qui pourra poser des questions. Questions, ça peut être des questions générales ou adressées à une personne en particulier. Bonjour, alors moi je suis chef d'entreprise, je suis le dirigeant d'Inergie. D'abord, merci à Pierre et à Salé d'organiser cette journée. Moi, j'ai un point de vue qui est un peu différent de ce qui a été évoqué, dans le sens où je pense qu'on ne peut pas se passer de performance économique dans le monde dans lequel on vit. C'est un leurre de dire on va faire autre chose. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, et je m'adresse surtout aux chercheurs, c'est qu'on démontre qu'une entreprise qui a un modèle à impact, qui a un statut de société à mission, qui réfléchit autrement que par du court-termisme, est plus performante qu'une autre sur la durée. Et ça à court, à moyen, long terme. Parce que, en fait, à qui on s'adresse ? À l'actionnaire salarié. L'actionnaire salarié, je suis désolé de vous le dire pour le pratiquer et pour le voir pratiquer dans beaucoup d'entreprises, l'actionnaire salarié, il est souvent plus exigeant que l'actionnaire financier. D'accord ? Donc ça, une fois qu'il a bien compris de la mécanique, il va demander, mais pourquoi on n'est pas plus performant cette année ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on prend les grands groupes, on va s'adresser aux fonds de pension
qui sont des retraités, en fait, qui servent des retraités, donc qui servent des personnes physiques. Enfin, in fine, c'est bien une personne physique. Et donc, il faut bien lui parler que demain, le modèle choisi par l'entreprise, de société à mission, d'impact, de lutter moins de CO2, ça va rapporter de l'argent et ça va garantir une pérennité. Et c'est, pour moi, la condition sine qua non de tout ce que vous avez envisagé et qui est très intéressant. Alors oui, enfin, vous avez raison, mais en même temps, il n'y a rien d'original, dirais-je, dans le fait de continuer à le dire. Une entreprise, par définition, doit faire du profit. Voilà. Mais c'est dans les statuts de l'entreprise, vraiment. Même si on les a modifiés quelque peu. Simplement, il faut aussi avoir... Nous, désormais, en économie, depuis 20 ans, on va beaucoup vers l'économie expérimentale, donc on intègre de nouvelles variables, parfois associées à l'émotion, aux affects, etc. Et notamment ce qu'on appelle les comportements prosociaux. Il faut ne pas oublier que, par définition, le profit, alors parfois, notamment quand je fais des conférences en keynote, souvent pour d'économie sociale solidaire, souvent, comment dirais-je, je me heurte un peu à un mur sur le sujet, mais le profit, par définition, c'est une variable sociale. Rien n'est plus social que le profit dans l'entreprise. D'où vient le profit? D'où vient la valeur? Ça vient des travailleurs. Dès lors, le profit, il est social. La question qui se pose, c'est celle de la distribution, la redistribution. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une autre question. Là, en revanche, où effectivement, il faut être honnête et ne pas se tromper, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier que ces enjeux de rentabilité économique ont une signification forte dans la manière dont on peut implémenter, c'est-à-dire mettre en œuvre des dispositifs spontanés qui ont trait à la considération de variables non économiques. Ça, c'était le propos de tout à l'heure. Et donc, en fait, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui remettre en cause la légitimité d'entreprise à faire des profits. Je pense que ce serait une belle connerie, permettez-moi l'expression, puisqu'on ne parlerait plus d'entreprise. Et ça, j'y tiens. Et il faut justement rappeler aux acteurs de l'ESS qui avaient très peur avant la loi Pacte, qui n'ont rien à craindre. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à craindre de la loi Pacte. On parle de l'entreprise en tant que telle. On ne peut pas non plus, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, on ne peut pas investir dans l'éco-innovation si on n'a pas de profit. Avec une de mes collègues, on a montré, et c'était des données récentes, des données CIS, à partir de modèles économétriques un peu mathématiques, que les entreprises les plus innovantes en matière d'éco-innovation, ce sont celles qui ont eu des retours sur investissement les plus forts au cours des dernières années. Ça aussi, c'est vrai. Donc on ne peut pas occulter ça. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'avoir une discussion sur la démocratisation des modèles de gouvernance. Et c'est pour cela que de grands patrons, de grands groupes ont bien volontiers accepté, je me rappelle notamment des premières réunions pour le rapport Sonar-Nota, d'échanger sur ce sujet et y étaient très favorables. Mais il ne faut pas non plus être dupe, et c'est important d'ailleurs de le rappeler. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà, c'est... Merci déjà du partage. C'est vrai que, alors moi, il y a le côté un peu philosophique et idéaliste qui me fait dire aussi finalement le modèle économique et le modèle des statuts des entreprises actuelles, c'est du profit, c'est aussi un modèle, c'est un paradigme. Donc aussi on est dans un paradigme et donc ce qu'on imagine être la réalité d'une entreprise et donc ce qu'elle fait, c'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps et les rapports économiques se sont construits aussi dans le temps et l'idée en fait qu'il faille faire du profit et donc aller dans l'augmentation, c'est quelque chose qui effectivement dans le secteur de l'ESS on commence aussi à interroger beaucoup et qui est un petit peu maintenant le paradigme de l'ESS on va dire, c'est-à-dire essayer de rediriger et de se dire finalement peut-être que maintenant il faut changer de paradigme et ça c'est une question mais en tout cas dans le monde de l'entreprise dans lequel on est actuellement c'est on voit que de changer de paradigme c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, difficile et effectivement si on reste dans ce paradigme du profit vous avez raison, ça pose question mais c'est vrai que du coup c'est avec quelle grille de lecture on part pour interroger les choses et c'est vrai que si la question c'est de dire prouvez-nous en fait que du coup ça va faire du profit finalement de devenir société à mission etc. Finalement j'aurais envie de dire peut-être que c'est justement le penser ou le continuer à le regarder avec des lunettes qui sont peut-être pas non plus justes en un sens parce que c'est peut-être autre chose qui est en train de se jouer que simplement justement le regarder avec du profit et peut-être que c'est ce que disait aussi tout à l'heure Denis, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de modifier le rapport entre le moyen et la fin
fin de l'économie dans le rapport de l'entreprise. Et est-ce que l'entreprise et faire du profit, est-ce que c'est la finalité de l'entreprise, ou est-ce que c'est un moyen pour réaliser autre chose? Et Denis disait que finalement, voilà, c'était ça aussi qui était un enjeu pour eux. Et par exemple, dans notre expérience, moi, chez LIP, je suis notamment conseiller éthique. Et en fait, le conseiller éthique, à l'origine, c'était un rôle qui était tenu par des fondateurs qui, du coup, ont des valeurs éthiques, environnementales très très fortes, et qui, du coup, avaient dans les responsabilités de ce rôle, notamment un droit de veto sur les projets qui rentrent. C'est-à-dire que s'il y a des clients potentiels qui, en fait, ne respectent pas des guidelines éthiques qui sont importantes au niveau de l'entreprise, qui ont été définies comme importantes au niveau de l'entreprise, des secteurs d'activité, des types d'entreprises, des types de projets, etc. On a un droit de dire non, en fait, ça ne rentrera pas. Et ça, c'est courageux en un sens aussi, parce que finalement, par exemple, nous, tout ce qui va être lié à certains types d'activités, on les refuse systématiquement, et il faut avoir le courage aussi de dire on va pas faire de profit, parce qu'on va... Il y a plusieurs entreprises, notamment en Suisse, Philip Morris ou d'autres entreprises, des cigarettiers, des personnes qui sont liées notamment au secteur de l'automobile, etc., qu'on refuse systématiquement, alors qu'ils viennent nous appeler, ils veulent, et donc on pourrait se dire on va peut-être faire du profit, peut-être même la question qui est après, c'est est-ce que finalement on ferait pas du profit pour après utiliser cet argent pour ensuite en faire quelque chose de bénéfique. C'est un peu Robin Hood, quoi, se dire où est-ce qu'il y a l'argent et comment on fait pour qu'il passe de main là où il est, pour venir renforcer des projets qui ont du sens et qui ont de la valeur. Et c'est, je pense, une tension constante dans beaucoup d'entreprises de réussir à se dire où est-ce qu'on met les barrières, où est-ce qu'on met les limites. Mais voilà, c'était simplement pour essayer de penser un peu les choses. Alors, en 20 secondes vraiment sur ce qu'il vient de dire. Non mais vraiment en 20 secondes, en fait il faut pas tout mélanger. La question du profit, c'est pas celle de la maximisation de la rentabilité économique ou financière ou du profit. C'est pas là en fait tu parles d'augmentation, etc. On parle pas forcément d'augmentation. On dit que le profit, ça reste pour l'entreprise une finalité, mais qui peut être aussi un moyen. Par exemple, décider par un choix stratégique, par un choix aussi en termes de valeur, y compris eu égard à la raison d'être, de faire moins de profit pour développer tel ou tel investissement, ça ne veut pas dire pour autant que la finalité ne sera pas, à long terme, parce que c'est quand même l'objectif d'une entreprise, de faire du profit. Et ça ne veut pas dire non plus pour autant que parce qu'on recherche le profit, on va rechercher une logique d'efficience en matière de profit. Ce qu'on a beaucoup critiqué aux économistes, notamment au tournant monétariste, c'est-à-dire des années 70 au début des années 2010. Le fait qu'on recherche en fait dans nos modèles la maximisation du profit. Plus personne ne fait vraiment ça aujourd'hui. Ce qu'on recherche, c'est effectivement des niveaux de rentabilité conciliables avec des objectifs sociétaux. C'est ça. Et là, pour atteindre ces objectifs sociétaux, et pour pouvoir avoir nos modèles qui fonctionnent, on a quand même encore effectivement... D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise souvent... Alors, c'est plutôt du science de gestion qui parle de performance. Moi, à titre personnel, je parle d'efficience, non pas en matière de profit, mais en matière productive. Ça renvoie en fait à une dimension managériale, organisationnelle. L'idée, c'est quoi? C'est capacité, finalement, à générer de la valeur pour qu'elle puisse être réinvestie à long terme et assurer une dynamique intertemporelle. Parce que c'est ça, en fait, l'essence même de l'entreprise. L'entreprise, c'est le pilier du capitalisme qui sert l'intérêt général. Et pour ce faire, on a besoin d'une dynamique intertemporelle de profit. Pas forcément d'augmentation, pas forcément finalement la course à l'échalote en matière de rentabilité à court terme, etc. Mais le profit reste une variable qui n'est pas associée directement au statut juridique. Quoique si on prend l'article 180 du Code civil, il y a quand même l'idée que ceux qui apportent récupèrent, mais qui est liée tout simplement à ce qu'elle est presque génétiquement dans l'esprit du capitalisme. Je dis bien du capitalisme, pas du libéralisme, et encore moins du néolibéralisme. Et je pense que en fait, ça nous fait avancer de reconnaître ça. Et juste, après, je capte le micro. En fait, pour vous répondre, on ne pourra pas vous dire, avant très 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 longtemps, et avec aucune certitude, nous économistes, si les sociétés à mission sont plus rentables ou non que les autres qualités des entreprises, notamment les grandes entreprises. Mais comme vous l'avez dit, pour avoir discuté quand même avec pas mal de dirigeants à l'époque, la question pour eux, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais pour autant, ils ne cherchent pas à sacrifier la performance économique. Mais la question n'est pas là en fait avec ce statut. Mais je serais quand même intéressé, j'aimerais bien regarder quand même à 10 ans ce qu'il en est. On pourrait avoir des surprises. En tout cas, je suis certain qu'il n'y aura pas un impact négatif sur la performance économique de ces entreprises. Alors la question a été posée aux chercheurs, mais Denis, peut-être dans le cadre de Team for the Planet, tu vas apporter une réponse ou pas forcément? Non, je pense pas.
Non, je ne veux pas relancer le débat, ça a été bien explicité. Ouais. Non, juste je pense c'est toujours pareil, c'est une question de curseur. Et puis il y a, dans la question que tu as posée, il y a la notion quand même de court, moyen, long terme aussi. Et je trouve que c'est ça qui biaise aussi des fois. On peut avoir une vision long terme tous très cohérente, et finalement le court terme des fois a tendance à venir biaiser les décisions. Et je pense qu'il faut voir le cadre qui permet de faire attention à cet ajustement-là, quoi. On a vu aussi que du coup le rapport au temps est quand même assez important, hein, finalement, dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quid du dossier qui a été fait par la CEC sur l'économie régénérative? Est-ce qu'il y a eu un impact dans les entreprises ou dans le gouvernement? Voilà, j'en ai entendu parler, puis pof, ça a disparu parce que Barnier a changé et du coup ça fait un flop. Donc je m'interroge. Quelqu'un veut répondre ou en 1 minute, il nous reste 1 minute. Je laisserai répondre parce que j'ai pas la réponse précise. Par contre, nous on échange avec le professeur Samples, qui est à la base sur les travaux régénératifs. Honnêtement, c'est assez difficile à ce que ça prenne quand même, hein. Je sais qu'ils sont en difficulté sur leur statut, etc. Donc la réflexion est louable. Ça a été très bien pris dans les réflexions, dans la théorie, tous ces éléments-là. Mais juridiquement, je suis pas sûr que ça ait pris, parce que je sais qu'ils ont des difficultés pour arriver à imposer ce modèle-là. En tout cas, la réflexion est intéressante. Nous, on a travaillé avec lui pour une vision un peu macro, mais à voir s'il faut trouver comment l'appliquer réellement après de manière assez simple à toutes les structures, et c'est peut-être là où c'est plus compliqué. Ça demande, c'est une vision quand même qui est moyen long terme, je pense, sur l'entreprise, et assez difficile à appliquer à court terme. Mais juridiquement, je sais pas où ça en est. Et du coup, je crois que tu veux apporter une réponse, Alexandre. T'as 30 secondes. Je pas forcément donner tous les éléments, hein, mais je crois que il y a plusieurs points. La dynamique, à ma connaissance, se poursuit. Après, le régénératif, ça fonctionne au plan littéral plus facilement dans l'agriculture que dans l'industrie, pour des raisons assez évidentes. Donc ensuite, c'est un usage un petit peu métaphorique qui est fait de régénératif. En tout cas, il y avait eu un rapport qui avait été publié, je peux l'indiquer aussi, il y a un an peut-être, quelque chose comme ça, sur justement le régénératif par la Banque publique d'investissement, par deux autrices qui faisaient le point justement sur le regard qu'on pouvait porter sur le régénératif d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire au-delà effectivement des travaux de Christophe Sampels, etc., dans la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire sur le régénératif. Donc c'était intéressant aussi pour faire le point sur cette notion. Et à l'échelle internationale en l'occurrence, donc pas uniquement avec le contexte français francophone. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces échanges, merci pour les questions. Je vous invite à faire la pause, voilà, boire un café, discuter, continuer les échanges.